Un homme est allongé sur un lit d'hôpital et il est clair que son état de santé ne s'améliore pas. Les médecins s'affairent autour de lui pour effectuer divers tests et vérifier sans cesse ses signes vitaux. L'homme se sent faible et un peu déboussolé. Les regards des différents médecins lui indiquent ce qu'il doit savoir. Quelque chose ne tourne pas rond chez lui. Les médecins cessent enfin de le tripoter et de scruter ses yeux avec une lumière vive et aveuglante. Les médecins et les infirmières quittent la pièce, à l'exception d'un seul. Le médecin s'approche de l'homme et lui annonce qu'il a de mauvaises nouvelles. Vous voyez... Avant que le médecin ne termine sa phrase, quelqu'un d'autre sort de l'ombre, dans un coin de la pièce, et lui tapote l'épaule. Je m'en occupe. L'homme n'avait pas remarqué cette personne, mais il constate désormais qu'elle est vêtue d'un costume, et que contrairement au médecin, elle ne porte aucun élément d'identification comme un badge ou un insigne. Peut-être que c'est une sorte de professeur, ou un chirurgien renommé qui va lui expliquer la façon dont ils vont le soigner. Le médecin s'éloigne du lit, mais l'homme en costume lui dit qu'il serait préférable de le laisser seul avec le patient. Juste un instant, bien sûr. Le docteur acquiesce et quitte la pièce. L'homme en costume attend que la porte soit fermée pour poursuivre. Il dit au patient qu'il souffre d'une maladie rare. Très rare. Si rare qu'il est la seule personne à l'avoir contractée. Le seul cas répertorié dans l'histoire. L'homme en costume s'assied sur le lit, à côté de l'homme. Il prend sa main, la soulève et l'examine. La main de l'homme est d'une couleur étrange. Elle a une légère teinte verte et la peau paraît fibreuse. Le patient se sent très fatigué, mais il parvient à murmurer « Vous êtes médecin ? Allez-vous m'aider ?» L'homme en costume répond « Oui, je suis docteur, en quelque sorte. Un médecin et un chercheur. Je travaille pour une organisation très importante, et je suis spécialisé dans les cas comme le vôtre. Enfin, pas exactement comme le vôtre. Vous êtes unique. Plutôt spécial, en réalité. » Le patient affiche un timide sourire. « J'ai beaucoup de chance. » « Oh oui, vous êtes très chanceux en effet. Non pas en raison de votre état, bien sûr, mais parce que je suis ici. Voyez-vous, si vous êtes d'accord, nous aimerions que vous veniez avec nous, que vous séjourniez dans l'une de nos structures pendant un certain temps. Nous ne pouvons pas vous promettre que nous saurons exactement ce qui se passe, ni pourquoi. Mais si nous y parvenons, nous aurons de meilleures chances de trouver un moyen de vous soigner, vous guérir, pour que vous puissiez retrouver une vie normale. « Ai-je vraiment le choix ?» demande le malade. « Bien sûr que vous l'avez. C'est vous qui décidez. Je pense que ce serait de loin la meilleure solution, mais nous ne pouvons pas vous forcer à faire ce que vous refusez de faire. » Le patient baisse à nouveau les yeux sur sa main verdâtre et l'examine. Il observe les petites excroissances qui semblent sortir de sa peau. « Quand est-ce qu'on part ?»« Tout de suite, » lui dit l'homme en costume. « Les infirmières vont venir vous préparer et ensuite, nous nous mettrons en route. » L'homme en costume quitte la pièce et ferme la porte. Dans le couloir, à côté de la porte, se tiennent deux hommes portant des uniformes d'intervention, comme ceux d'une équipe du SWAT. L'homme en costume leur dit qu'heureusement il n'aura pas besoin d'eux aujourd'hui. Celui-là est plutôt calme. Le malade est allongé sur un lit, mais il est désormais dans une nouvelle pièce. Celle-ci est encore plus austère que celle de l'hôpital, avec des murs froids en béton et des lumières fluorescentes. Comme à l'hôpital, il est entouré de médecins, d'infirmières et de chercheurs. Ils le manipulent, prélèvent des échantillons et lui font passer toutes sortes de tests. Au fil du temps, l'état de l'homme ne fait qu'empirer. La couleur verte se propage sur tout son corps et sa peau devient de plus en plus raide et ligneuse. S'il reste assis au même endroit pendant trop longtemps sans bouger, de minuscules fibres émergent de sa peau, comme des racines à la recherche de terre. Petit à petit, l'homme s'affaiblit et devient de plus en plus fragile. Le moindre mouvement semble lui causer une vive douleur. Le médecin ayant conduit l'homme dans l'établissement se réunit avec un petit comité dans la salle d'observation située à côté de la cellule de confinement de l'homme. Il discute des résultats d'un test récent qui a montré qu'une grande partie de la mélanine de sa peau a été remplacée par de la chlorophylle et que l'apparence fibreuse de sa peau est due à l'apparition de cellulose autour de ces cellules. En d'autres termes, il ne commence pas seulement à ressembler à une plante. Il est en train de devenir une plante. Et il semble que rien ne puisse être fait pour empêcher cela. Ils ont beau chercher, ils n'ont pas trouvé le moindre élément permettant d'identifier la cause de l'état de l'homme, ni de le soigner. Pourtant, l'homme semble étrangement apaisé. On lui explique qu'ils vont lui permettre de survivre, que ce soit en tant qu'homme ou bien sous forme de plante, en confinement, aussi longtemps qu'il restera en vie, et qu'on s'occupera bien de lui pour rendre le tout aussi agréable que possible. Même s'ils n'ont pas réussi à trouver un remède à sa maladie anormale, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer qu'il ne souffre pas. Une histoire tragique mais récurrente pour la Fondation SCP. Une personne normale est confrontée à une situation anormale qui change complètement sa vie, et pas pour le meilleur. En tout cas, ici, la Fondation a fait preuve d'une rare humanité, en choisissant de rendre l'existence de cette anomalie de classe sûre aussi indolore que possible, plutôt que de la forcer à endurer une vie de test et de recherche pénible, ou du moins,
c'est ce qu'on vous a fait croire. Hélas, tout ce que vous venez de découvrir au sujet du SCP-1500 n'est que mensonge. Les personnes ayant une habilitation de niveau 3 ont toutefois accès à la vérité, à savoir que le SCP-1500 est en fait une anomalie extrêmement dangereuse, dont la véritable identité doit être cachée à la majorité des membres de la Fondation pour des raisons que vous découvrirez bientôt. Le SCP-1500 n'est pas un homme souffrant d'une maladie qui le transforme petit à petit en plante. Il s'agit en fait d'un humanoïde gris verdâtre à la police sans visage. Ses membres sont longs et polyarticulés, et son abdomen est considérablement hypertrophié. La peau est très résistante, et bien que le SCP-1500 ne dispose d'aucun organe sensoriel visible, comme des oreilles ou un nez, il semble posséder des sens à peu près équivalents à ceux d'un humain ordinaire. L'entité est incapable de parler, du fait de son absence de bouche, et elle ne manifeste aucun besoin de manger, de respirer ou de dormir. En plus de l'apparence étrange du SCP-1500, son principal effet anormal est son impact sur tout humain qui se trouve dans son champ de vision, ou plutôt ce qui serait son champ de vision s'il avait des yeux. Les personnes concernées ressentent rapidement des maux de tête, des nausées et un profond sentiment d'angoisse. Ces symptômes s'intensifient au cours des minutes suivantes. Les maux de tête deviennent de plus en plus insupportables et les sensations de nausée et de peur croissent jusqu'à ce que le sujet perde connaissance. Il reste inconscient pendant environ 15 secondes, après quoi il se réveille et affirme n'avoir aucun souvenir de son exposition au SCP-1500. Mais une autre chose étrange se produit chez le sujet, après son réveil. Lorsqu'on lui demande de décrire la créature connue sous le nom de SCP-1500, il ne mentionne plus sa tête sans visage ou ses longs membres tordus. Il décrit plutôt la créature comme un homme caucasien d'apparence banale. Ce qui est encore plus étrange, c'est que pour lui, la créature s'appelle désormais Zachary Callahan. Lors d'autres entretiens avec des sujets exposés au SCP-1500, il est apparu clairement que nombre de leurs souvenirs avaient été modifiés pour y intégrer l'entité sous sa forme humaine, Zachary Callahan. Il le décrivait souvent comme un ami d'enfance ou du début de l'âge adulte, ayant joué un rôle important dans leur vie. Ils affirment également être parfaitement capables de communiquer avec Zachary Callahan, de tenir des conversations avec lui, alors que les chercheurs chargés de les observer ne verront qu'un échange à sens unique entre le sujet et la créature sans visage à la peau grise. Bien que la Fondation ait découvert qu'elle était en mesure de supprimer les faux souvenirs de l'esprit des sujets grâce à l'utilisation d'amnésiques, elle n'a pas encore réussi à inverser l'effet qui fait que le sujet voit le SCP-1500 comme un être humain. Et tous ceux qui ont été exposés continuent de voir l'entité comme étant Zachary Callahan. On ignore encore quels effets à long terme cette exposition peut avoir, ou à quel point elle peut être dangereuse pour la santé mentale ou physique. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il a été prouvé que le SCP-1500 pouvait affecter d'autres personnes que celles se trouvant à proximité immédiate. Récemment, un sénateur américain a fait un discours télévisé sur un sujet plutôt inintéressant. Le discours a commencé plutôt normalement, mais le sénateur s'est mis à raconter une anecdote sur une journée de pêche qu'il avait faite dans son enfance avec un ami. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que, selon le sénateur, le nom de cet ami n'était autre que Zachary Callahan. Des enquêtes sur les antécédents du sénateur ont conclu qu'il n'existait aucune personne de ce nom ayant l'âge correspondant dans la région où il a grandi. Il a également été découvert que le sénateur avait souffert d'une migraine particulièrement grave lors d'un dîner la semaine précédant le discours. Des recherches plus poussées sur les effets altérant la mémoire causés par le SCP-1500 ont également révélé qu'il pourrait être plus important qu'on ne le pensait au départ. Plutôt que d'apparaître simplement comme un vieil ami, les sujets exposés au SCP-1500 ont rapporté que Zachary Callahan avait joué un rôle beaucoup plus important dans leur vie, que ce soit en tant que parent proche, figure parentale ou même ancien amant. Dans chacun de ces cas, les sujets ont déclaré que les sentiments qu'ils éprouvaient pour Zachary Callahan étaient de l'ordre de l'adoration et que grâce à lui, ils se sentaient protégés et aimés. Le plus troublant est un récent ajout au dossier du SCP-1500 qui décrit les toutes dernières recherches sur l'anomalie et ses effets. Il est maintenant estimé que 23 000 personnes à travers le monde ont été affectées par la créature et que le souvenir de Zachary Callahan a été implanté dans leur mémoire. On ignore pourquoi il essaie d'étendre ainsi son influence, mais le fait qu'il semble cibler de manière importante les personnalités politiques et militaires, ainsi que le personnel de la Fondation SCP, est un élément qui pourrait indiquer une intention malveillante. Suite à ces nouveaux rebondissements, la classification du SCP-1500 en qualité de Keter a été demandée et accordée. En raison du risque que représente le SCP-1500 à travers ses effets anormaux et sa puissante capacité à influencer les personnes en position de pouvoir, il est maintenu en permanence dans une cellule modifiée de confinement pour humanoïdes sur le site 17. Aucun membre du personnel n'est autorisé à pénétrer dans sa chambre de confinement, peu importe les raisons, et il n'y a aucune caméra de surveillance dans sa cellule. Un faux document de confinement décrivant un homme ayant un effet anormal semblable à celui d'une plante a été placé dans la base de données,
afin de faire cesser les recherches sur le véritable SCP-1500. Et tout membre du personnel qui ressent d'importants et persistants maux de tête est immédiatement transféré loin du site 17. Quant à ceux qui tentent de transgresser le confinement, ils sont immédiatement éliminés. Le SCP-1500 est-il en train de préparer quelque chose en s'infiltrant ainsi dans l'esprit de certaines des personnes les plus influentes de la planète, ou est-il simplement à la recherche d'une personne avec qui communiquer au moment où il prend la forme qu'il souhaiterait avoir par la seule voie possible, celle de l'imagination? Peut-être un jour connaîtrons-nous la réponse. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-1500, l'histoire de mon meilleur ami Zach et moi, et la fois où nous avons traversé l'Asie du Sud-Est à moto. Attendez une seconde, je n'ai pas fait ça avec Zach. Comme le SCP-163, le vieux naufragé, pour découvrir un autre convive très étrange de la Fondation SCP, dont vous n'êtes pas prêt d'oublier l'histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous poussons toujours plus loin les recherches dans les archives classifiées de la Fondation SCP.